Alors donc, mais on ne peut pas aller comme ça. Pourquoi Ouattara doit tomber? Après avoir donné ce petit conseil, dans tous les cas, je ne serai pas écouté parce que chacun a ses propres sources d'après eux. Chacun est bien informé d'après eux. Chacun sait ce qu'il fait d'après eux. Chacun est bien renseigné d'après eux. Donc, je peux pas donner un second. Ouais, ok, ça y est là. Donc, moi, mon objectif ici n'est pas d'insulter quelqu'un, mais de dire faisons attention. On est à 6 mois des élections. L'objectif, ce n'est pas Simone Gbagbo. Ce n'est pas créer la confusion. Parce que intelligemment, même on peut réfléchir. Mais attends, la source me dit Simone reçoit l'argent. Mais pourquoi il me dit ça maintenant? Les gens ne peuvent pas se dire même que les sources peuvent les manipuler eux-mêmes. Ils ne savent pas que leurs propres sources peuvent les manipuler. Quelqu'un peut te donner des informations. Toi, tu crois que c'est ta source. Il te donne les petites informations. Mais lui, la source a un objectif. Quand vous allez rentrer dans le dernier virage des élections, maintenant, lui, il va commencer à te donner des fausses informations pour que toi, tu sortes les dire pour affaiblir l'opposition. Les gens ne réfléchissent même pas que ça, c'est une probabilité, c'est une possibilité. La source dont il est question, au début, la source peut vous donner des informations. Ah non, ça c'est vrai. Tu as vu, non? Ça c'est vrai. C'est comme ça. Moi, je connais ça. Je connais ce milieu. C'est pourquoi je dis, je suis un as en communication. Tu as envie de me donner, tu as quelque chose? Quand tu regardes mon visage même là, c'est que tu as venu, tu as parlé. Je vais vous donner un exemple rapidement avant de rentrer ici, parce que ici, on va crucifier Ouattara. Je finis le direct d'aujourd'hui, Ouattara est crucifié. Donc, abonnez-vous à la page, à la chaîne YouTube, Cheikh Oumar Keïta. Il y a 2 chaînes que j'ai créées YouTube. Il y a une pour le moment que je n'utilise pas, c'est Sahel Media. D'accord? Allez vous abonner sur la 2e chaîne Sahel Media. Et arrête ça. Et puis sur ma chaîne Keïta Cheikh Oumar, d'accord? Vous allez vous abonner sur ça. D'accord? Pour avoir le maximum d'abonnements. Comme je vous ai dit, on n'a pas pu atteindre les 50 000 avant la fin du mois de juin, mais on allait au-delà. On a atteint un chiffre vraiment raisonnable. C'est disponible, vous pouvez aller regarder, voir à combien on est. D'accord? On n'est pas loin des 50 000, mais c'est beaucoup. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la page Keïta Cheikh Oumar. YouTube, c'est une chaîne. Et puis à Sahel Media aussi, ce sont les 2, allez vous abonner. Et puis abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Cheikh Oumar Keïta et sur le compte Facebook. Le compte Facebook, c'est Keïta Cheikh Oumar. La page Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. Donc, Facebook, Cheikh Oumar Keïta, la page. La chaîne YouTube, Keïta Cheikh Oumar. Alors, je voudrais que les gens réfléchissent beaucoup mieux. Une source a un objectif à long terme et à moyen terme. Une source n'a pas un objectif à court terme. Une source peut commencer par vous donner des miettes d'informations, des informations insignifiantes, juste pour avoir votre confiance, juste pour avoir votre attention. Et les informations que la source vous donne, ça se vérifie. C'est petit, hein, avec vraiment pas grande importance. Mais la source a un objectif et un but bien précis. Et la source a commencé à travailler. En donnant ces informations sur Simone Gbagbo à ceux que vous connaissez, est-ce que vous pensez réellement que cette source-là veut la stabilité en Côte d'Ivoire? Et ceux qui donnent ces informations auraient dû se poser la question. Mais attention, certes, on peut tout reprocher à Simone Gbagbo. Est-ce qu'une telle information, c'est le moment? Parce que quand je dis que les gens ne sont pas des journalistes d'investigation, quand vous n'avez pas fait la formation du professionnalisme en communication, et que vous recevez, vous sautez parce que chacun a un téléphone, il s'assoit devant, mais attention, il y a des informations. Moi, au Mali, par exemple, pourquoi les gens ont arrêté de me donner certaines informations? Pourquoi les gens ont arrêté? Je l'ai dit souvent, je le répète. Quand ils viennent à moi, je dis, quelle est ta source? Je veux une preuve, sinon je parle pas. Mais allez-y, regardez, tous les jeunes gens là, c'est ça qui fait leur truc. Moi, je dis, tu ne m'apportes pas la preuve, je fais pas. Et c'est ce que j'ai défendu devant, quand je me suis retrouvé devant le procureur. C'est ce que je lui ai dit.
Je lui ai dit, moi, je ne travaille que sur la base de preuves établies. Mais ici, visiblement, j'ai été manipulé et je reconnais mon tort. Et quand vous dites ça, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de prouver que non. Quelqu'un vous a manipulé, vous a donné de fausses informations. Et sur la base de fausses informations, vous avez parlé. Et quand vous découvrez la vérité, vous dites non, j'ai été manipulé, les informations étaient erronées, non fondées, et c'est regrettable. Vous venez me dire, il y a ça et ça et ça. J'ai dit d'accord. Mais il m'appartient de regarder, un, la crédibilité de l'information, deux, le timing, le moment. Est-ce que c'est le moment de dire ça? D'accord, j'ai reçu telle information, ok, je prends, je mets à côté. Et puis je commence à regarder le comportement de Simone Gbagbo. Au regard de l'information que j'ai reçue, je commence à la regarder. Je commence à la suivre de près. Pour vérifier l'information de la source, hein, et je me rends compte que l'information de la source ne cadre pas avec la réalité du terrain avec Simone Gbagbo. Donc tout de suite, je ne dirai pas à la source tu as menti, mais l'information je mets à côté et puis je continue ma route. Parce que ça ne vaut pas la peine. C'est ce que les jeunes gens doivent faire. Quand vous recevez des informations, vous n'avez pas besoin de sortir de la précipitation parce que croyant que si on ne le fait pas, quelqu'un ne va pas vers nous. Je vais montrer que c'est moi le premier, c'est moi le premier. Je dors là où j'ai... Parce que, en fait, l'objectif, c'est ça. C'est de dire, je suis le premier, j'ai la meilleure... Non. Le timing est très important. L'information, vous la mettez à côté et puis vous observez la personne en question. Moi, j'ai trop, donne-moi une seconde, j'ai trop observé, j'ai trop observé Simone et Gbagbo. Quand j'ai entendu les gens dire ces choses-là sur elle, je l'ai observé. Je l'ai observé. Et puis après, je suis arrivé à la conclusion, je dis, mais je sais pas où les gens tirent leurs informations. Mais, en tout cas, c'est pas ce que je vois. J'ai regardé Tidjane Thiam. Une fois, je suis sorti, je lui ai dit, Tidjane Thiam, tu t'amuses, Ouattara va t'allumer. Et quand Tidjane Thiam a commencé à se ressaisir, on a vu tout de suite la question de sa nationalité a commencé à sortir un peu partout. On a monté déjà à l'intérieur du PDCRDA. Jean-Luc Billon, je l'ai regardé et j'ai tiré. J'ai dit merci à Billon pour le courage. Mais là où je suis pas d'accord avec lui, c'est langage que moi, je vais pas développer ça ici. Forcément, je vais pas le soutenir. Mais je vais pas le combattre non plus. Voilà. Parce que je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Je peux le combattre, mais je le ferai pas. Donc, on va revenir ici rapidement. Quelque chose que je voudrais. Pourquoi Ouattara doit partir? Pourquoi Ouattara doit partir? On va écouter. On monte dans le final, notamment Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagné en premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Alassane Ouattara était menteur. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Mais j'ai pas fini. Ne vous précipitez pas. J'ai fini avec Alassane Ouattara aujourd'hui. Il va faire une crise la nuit, là. Ils vont faire injection pour qu'il puisse dormir. Quand j'ai fini le direct de ce soir, là, je vous ai fait une promesse. J'ai dit, je vais l'acculer. Je vais l'allumer jusqu'il tombe. Je vais le frapper jusqu'aux élections. Tenez, vraiment, c'est une bêtise humaine. C'est une bêtise morale. Tenez, vraiment, il est maudit. Je vais vous dire pourquoi. Avant de revenir sur le Gbagbo, quand leur soi-disant grand frère Gaussou Ouattara, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale, est décédé, un homme fortuné, un homme qui avait les moyens. Il est mort, il a laissé ses épouses et ses enfants. Et
ils ont laissé la responsabilité à Téné Brahima de prendre soin de la famille de Gaussou. Et Téné Brahima a fait même passe sur la fortune du monsieur. Et il a refusé, même pour que les enfants du monsieur aillent à l'école. C'est vrai que Ouattara a un sérieux problème au RHDP. Parce que il a créé autour de lui un système de confiance qui repose sur 2 personnes, pas 3. Tous les noms que Chris Yapi cite tous les jours, là, je vous en prie, laissez Chris Yapi. La vérité, c'est ici. Détestez-moi, je m'en fous. Haïssez-moi, je m'en fous. Insultez-moi, je m'en fous. 2 personnes. Et ces 2 personnes-là, Ouattara les met même au-dessus de Dieu. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est pas moi. C'est lui. Il s'agit de sa nièce. La première personne, c'est sa nièce. La secrétaire générale de la présidence. Et ensuite, Téné Brahima. Mais il n'a pas le choix. Parce que Téné Brahima est celui qui fait tous les sales boulots de Ouattara. Et Téné Brahima, jusqu'à sa mort, va jamais trahir Ouattara. Mais il est tellement bête que au RHDP, il n'est pas aimé. Il est pingre. Et moi, l'information que je vous donne ici, ce n'est pas une information habituellement, je dis que ça vient de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, qui est bien informé au RHDP. C'est pas une source. C'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça. Qui m'a dit, Keïta, tu peux t'informer au sein du RHDP. Personne. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui veulent Téné Brahima. J'ai dit, mais pourtant, c'est le fils ou le frère de votre président bien-aimé. Elle dit, il est pingre et méchant. J'ai dit, wow. Il est pingre et méchant, comment ça? Elle dit, Keïta, le premier Téné Brahima, malgré tout ce qu'il a, s'il voit le petit que tu as là, il veut prendre ça aussi. Et c'est quelqu'un, il a la kleptomanie. En fait, il vole. C'est une maladie qu'il a. Téné Brahima, vous mettez votre argent ici, vous levez, vous allez prendre l'eau dans la cuisine, vous revenez, Téné Brahima va prendre votre argent et puis mettre dans sa poche. Mettez un billet de 1000 francs à côté de vous. Allez dans votre chambre. Le temps de revenir, Téné Brahima va prendre votre billet de 1000 francs là. Et puis il va mettre ça dans sa poche. Il a la kleptomanie, c'est un voleur. C'est une maladie, ça on peut pas soigner, c'est comme ça. Il a ça. Donc, les gens au RHDP, ils ont envie de proposer un nom, mais ils ne peuvent pas proposer un nom. Ils ont envie de dire, ils ne peuvent pas. S'ils s'amusent, on va les fioler. Donc, Alassane Ouattara repose son héritage politique et familial sur 2 personnes. Un kleptomane et une femme foncièrement méchante. Elle, on m'a pas dit qu'elle est voleuse, mais dans tous les cas, vous savez tout. Et c'est elle qui a placé toutes ses autres sœurs dans les sociétés d'État. Et ne vous en faites pas, j'ai des éléments ici qui vont vous couper le souffle. Quand ça vient de Dieu, je dis ça vient de Dieu. Quand ça vient des hommes, je dis ça vient des hommes. Mais Keïta n'a pas de source. Voilà. C'est des gens que je rencontre comme ça par hasard ou des gens qui m'appellent. Et même quand vous me dites ça, je prends le temps. Parce que cette information, je l'avais avant. Elle n'a été confirmée que par cette tierce personne. L'attitude de Téné Brahima. Et la kleptomanie de Téné Brahima, elle l'a confirmé. C'est un klepto. Mettez votre argent à côté de Téné Brahima. Il a une mallette de milliards. Mais Téné Brahima va prendre votre billet de 500 et puis va mettre dans sa poche. C'est son problème. Et c'est ça qui fait que Ouattara a honte. Tu prends quelqu'un comme ça, tu fais comme président, il va aller où? Il va à une visite officielle, et puis il est assis dans le salon d'honneur, en train de parler à ses invités, en partant, il prend quelque chose, puis il met dans sa poche. Mais les militaires connaissent, les officiers supérieurs de leur armée, là, ils savent que Téné Brahima est pingre. Quand on dit de donner l'argent, il coupe. Si on dit de donner 1000 francs par personne, il va donner 100 francs par personne. Le reste, là, il prend, alors qu'il a des milliards. Et ça, tout le RHDP le sait. Et c'est la déception d'Alassane Ouattara, puisqu'il a tué et chassé autour de lui. À qui il peut avoir, la seule personne en qui il peut avoir confiance, Ouattara le regrette aujourd'hui. Et ça fait partie des confidences de Ouattara.
il est allé à un tel point avec Soro Guillaume. Ouattara n'est pas Keïta. Keïta, quand Keïta a tort, Keïta vient devant le monde et il dit, j'ai été manipulé. Les informations étaient erronées, non fondées et mensongères. Je reconnais mon tort, je présente toutes mes excuses aux personnes concernées, à l'État du Mali, au peuple malien et aux institutions de la transition. Je le dis parce que c'est comme ça que mon père, paix à son âme, Feu Gansou Keïta, m'a élevé avec ma mère, Feu Mariam Diallo. Quand tu as tort, reconnais tout de suite que tu as tort. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Ça n'en vaut pas la peine. Tu insistes dans ta bêtise, tu vas chuter. Tu vas tomber. Quand tu t'humilies, Dieu lui te relève. Parce que l'humilité qui t'a habité, c'est pourquoi quand les petits bâtards viennent ici, humilité, humilité. Tu mets l'humilité devant eux, ils ne rencontrent même pas le visage de l'humilité. Alors ici, Ouattara est en face d'un dilemme. Et c'est ici que moi j'interpelle ceux qui perdent leur temps à parler de Tidjane Thiam, Madame Bago, Simone et Yves. Mais il y a des sujets plus importants. Le chaos que Ouattara prépare pour la Côte d'Ivoire. On va continuer d'écouter Laurent Gbagbo et on va remonter l'histoire. Parce que pour savoir ce qui va se passer dans 6 mois, si vous ne savez pas ce qu'il a fait en 93, si vous oubliez ce qu'il a fait en 2010-2011, si vous oubliez ce qu'il a fait en 2016 pour arriver au pouvoir en 2020, si vous oubliez ce qu'il a fait en 2014-2015, donc inutile de vous fatiguer, couchez-vous à la maison et laissez-le voler l'élection en 2025. Parce que vous devez comprendre qui il est. C'est en comprenant qui il est, vous serez mieux armé pour le combattre. On parle de Ouattara, mais beaucoup échappent à nos hommes politiques concernant Ouattara. C'est comme ça qu'on prépare les incidents. C'est comme ça qu'on prépare les incidents. Le journaliste pose une question à Laurent Gbagbo. Cette question remonte il y a très longtemps. Bien avant les élections, Laurent Gbagbo avait dit Alassane Ouattara était menteur. Je vous en prie, cette partie est fondamentale pour comprendre. C'est la même logique qu'ils sont en train de préparer pour nous par rapport à 2025. Et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort. Je m'arrête là. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir. Le mensonge dont il est question, je vais vous permettre d'écouter Feu Laurent Dona Fologo. Qu'est-ce que Fologo a dit? Je vais vous amener à écouter les confidences d'Oufoué sur son lit de mort à Paris avant Genève et Yamoussoukro. Qu'est-ce que Oufoué a dit à Fologo par rapport à Ouattara? Alassane Ouattara était menteur. Il prépare les esprits. Qui est ce Koné Zakaria? Je ne le connais même pas, mais pourtant, il est colonel dans ton armée. Pourquoi il n'a jamais demandé à la justice ivoirienne d'interroger Koné Zakaria sur les allégations pendant la rébellion? Koné Zakaria l'a nommément cité. Mais pourquoi il n'a pas instruit la justice pour interpeller Koné Zakaria sur les propos de Koné Zakaria? C'est un menteur congénital, un menteur génétique, un menteur pitoyable, un menteur sanguinaire, un menteur sans foi ni loi, Dramane Ouattara. Il ment comme il respire. Il n'a jamais marché un seul jour avec la vérité. Menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est.
C'est la description. Et c'est Si comme tu ça allumes, tu vas qu'on voir. prépare les incidents. C'est comme ça qu'on prépare les incidents. Donc, c'est comme ça qu'on prépare les incidents. Dire aux Ivoiriens, Gbagbo ne peut pas gagner les élections. Dire aux Ivoiriens, s'il gagne, il a truqué. Parce que Ouattara, à l'époque, était déjà en harmonie, en synchronisation avec Barack Obama et un certain Nicolas Sarkozy. Il a été dit que qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez gagner. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras le prochain président. Donc, le menteur pathétique, génétique et congénital sort et il dit, s'il gagne, c'est qu'il a truqué les élections. Mais, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une amitié avec certaines personnes comme ça. Je suis aimé et apprécié comme ça. Laissez ceux qui m'insultent, ça ne fait rien. C'est parce que j'ai quelque chose à moi. Et c'est à cause de ce que j'ai à moi, cette grâce de Dieu comme insulte. J'ai regardé le film en anglais, le film du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'ai partagé dans les WhatsApp de famille Keïta. On a 2 WhatsApp de famille. Bon, c'est après que je me suis rendu compte que le film était en anglais. Si vous voyez ce que les fidèles ont subi, la persécution, comment ils ont été tués, sauvagement tués, mais c'est parce qu'ils avaient en eux la grâce de Dieu. Ils avaient en eux, Dieu avait placé ce qu'on appelle la sève. Dieu avait mis en eux quelque chose. Et c'est cette chose que l'ennemi voulait détruire. Une parenthèse. Vous voulez comprendre un peu comment Dieu fonctionne? Cela vous permettra de comprendre qui est Keïta et de mieux cerner ce que dit Keïta. La Mecque, on n'a pas trop, reste un mystère. Le choix de Dieu par rapport à l'Arabie Saoudite reste un mystère. Mais c'est un mystère que je m'étais posé multiples questions. Et le film, c'est chaque fois que je regarde après, j'arrête un peu, j'ai fait mon travail. J'ai regardé le film sur 3 ou 4 jours. Chaque fois que j'arrête, après, je viens puis je suis encore. J'ai compris le mystère. Pourquoi Dieu a choisi la Mecque, l'Arabie Saoudite. Et pourquoi Dieu a choisi la Kaaba. Ça, personne, c'est en regardant le film que c'est comme, l'explication n'est pas donnée dans le film. Non, 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 non. Quand vous vous posez des questions, quand vous commencez à réfléchir, quand vous vous interrogez, Dieu lui-même, il vient et puis vous instruit. Alors, j'ai commencé, et puis en regardant le film, tout de suite, c'est comme si Dieu me disait, le choix de la Mecque, c'est par rapport à ça et ça. L'Arabie Saoudite, c'est par rapport à ça et ça. Alors, la Kaaba, c'est par rapport à ça et ça et ça. Et j'ai commencé à mettre les éléments spirituels et j'ai compris tout de suite pourquoi la Kaaba. Et la Kaaba était le lieu d'adoration du satanisme. Il y avait plus de 360 idoles dedans. 360 dieux à l'intérieur de la Kaaba. Plus de 300. Ils étaient à l'intérieur. 360, something like that. Il dit, wow. Tout ça, ils étaient dedans. C'est quand le prophète a pris possession de la Kaaba, qu'on a fait sortir ces faux dieux, à peu près 360. Et c'était le lieu par excellence où tout le monde venait de par le monde pour faire cette adoration. Et quand vous mettez une fille au monde, on doit la tuer. C'est pourquoi quand les gens disent, ah, pourquoi Dieu n'a pas mis les femmes devant? Vous êtes tellement idiot, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pourquoi Dieu a choisi la Mecque? Il y a une des raisons dedans. On tuait les femmes, les bébés filles, on les liquidait, on les tuait. Mais ça, c'est autre chose pour une autre fois. Ici, hey. Gbagbo Laurent nous dit, il est un menteur, mais pourtant c'est vrai. Écoutez. Alassane Ouattara proclame depuis toujours que lui, il est majorité dans le pays.
Et ce que moi je reproche à Bédier, c'est de ne l'avoir pas laissé se présenter en 95. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. C'est le plus grand mal que j'ai fait à la fin. Maintenant, Regardez quelque chose que Gbagbo Laurent dit. J'aurais souhaité que le président Gbagbo laisse Ouattara être candidat en 95. Où lui-même a refusé d'aller aux élections parce qu'il dit que Ouattara doit être candidat. Il dit, mais le mal qu'il a fait à Ouattara, c'est de l'avoir autorisé à être candidat. Ah, comment il a fait du mal à Ouattara? Because Ouattara's gonna burn in hell. He's going to be thrown in hell. Not burned by the holy fire. Demoniac and satanic fire. Ouattara deserves to be burned in hell. And that's gonna happen. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est le président Gbagbo qui a parlé. Ok, hold on. On revient ici. On revient ici. On écoute ça. Ok. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Je vous ai dit, je vais vous prouver ici, pourquoi Charles Blé Goudé, du vivant d'Alassane Ouattara, ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. Dans ce livre, voilà, c'est la vérité qui est là. C'est à cause de ça que Charles Blé Goudé a été retiré de la liste électorale. Ça, voilà le crime de Charles Blé Goudé. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or, donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une religion? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fille. Ça, c'est la raison pour laquelle Alassane Ouattara a juré dans sa petite vie de merde que Charles Blé Goudé va le détruire. C'est une des raisons, sinon Charles Blé Goudé, et ça, c'est vrai, il était le général de la rue avec la galaxie patriotique, il a mené le combat. Gbagbo Laurent avait besoin de ça puisque lui, il s'appuyait sur Soroguium pour lancer une rébellion. Charles Blé Goudé aussi est venu pour soutenir les Ivoiriens à travers de la galaxie patriotique. Mais ici, Alassane Ouattara n'a jamais oublié ça. C'est un rancunier pathétique congénital, un rancunier pathétique, regrettable, un rancunier, il est éternellement rancunier. Lui n'oublie jamais. On le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et si Avant Goudou avoir son fils? Et si Aboisson avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Merci Charles Blé Goudé. Il était bon que les Ivoiriens comprennent cette petite partie, ce qui se joue. Ouattara était menteur. Il a manipulé le Nord. Il a manipulé les Ivoiriens. Je suis ceci, je suis fonctionnaire international, je suis directeur adjoint du Fonds monétaire international, je suis vice-gouverneur, je suis gouverneur honorifique, j'ai été gouverneur de la BCAO. All of these things is a total mess of bullshit. That's very, very, les Anglais disent c'est total mess. Un mensonge, mensonge dans mensonge, corruption dans corruption, manipulation dans manipulation. Et ce qui est pathétique, accuse quelqu'un sur la base de la vérité pour que au moins la justice soit crédible. Chez eux, ils ne cherchent pas à savoir. On met un mensonge sur votre dos et on demande à la justice, avec ou sans preuve, on vous donne 20 ans. Et c'est à partir du palais, le minable, le voleur, le soulard, le kleptomane, la fiole, Ténébrema prend son téléphone et puis donne instruction au juge. Faut dire 20 ans. Et vous croyez que vous allez rester dans ces 20 ans et que Dieu va fermer les yeux, Dieu va vous laisser, Dieu va pas vous poser des questions?
Dieu va pas s'intéresser à vous. Ah, that's really, wow. Oh, wow. Ok, c'est pas fini. C'est pas fini. Je reviens, on va revenir ici rapidement avant de continuer. Ça, c'est bon d'écouter. On va écouter ça. Pour moi, avant même les élections, Oui. M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé. Ce que Laurent Gbagbo vous a dit avant Charles Blé Goudé, ici, c'est feu Laurent Dona Fologo. On va l'écouter. Qui serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais accepté. Mais pourquoi expliquez-vous cela, Monsieur Gbagbo, à moins que je me trompe, son papa a été un militaire français, si je ne sais pas. Il est proche, il est francophone, il est francophile, il est membre du International Socialist. Pourquoi les Français ont cette haine ou ne veulent pas de M. Gbagbo? Parce que M. Gbagbo est un président africain qui ne ressemble pas aux autres. Écoutez bien. C'est comme si vous me disiez. C'est pourquoi je dis aux gens qui s'attaquent à Simon, là, faites beaucoup attention quand vous attaquez à une figure emblématique de la politique africaine, pas seulement ivoirienne, africaine. Ceux qui vous manipulent avec des informations, vous croyez que c'est des informations justes et vraies, faites beaucoup attention. On va continuer d'écouter Laurent Dona Si vous me demandez pourquoi on a tué Lumumba, pourquoi on a tué Sankara, pourquoi on a mis en quarantaine le président Sékou Touré pendant des années, pourquoi, etc., Omyombe, tous ces gens-là. Je dis que M. Gbagbo fait partie de la race de ces personnalités africaines qu'on a tuées. Peut-être ils sont arrivés trop tôt. Oui. On les a tués plus rapidement. Mais M. Gbagbo est un peu de cette famille-là. Personne n'avait pensé que la Côte d'Ivoire, qui était considérée comme un peu la fille de la France, avec le président Fred Boigny, même avec son successeur, où la France est à son aise, comme un poisson dans l'eau. Personne n'avait imaginé qu'il sortirait un jour ici, un Ivoirien, pour dire nous voulons être souverains. Nous voulons être responsables de nos affaires. Monsieur le Président. Donc, M. Gbagbo n'était pas le président attendu par la France. Est-ce que M. Houphouët-Boigny n'a pas un peu contribué à ça? Parce que vous le savez très bien, il était la fille de la France et tout. Et M. Houphouët-Boigny a contribué à faire peut-être des coups pour la France ici. Peut-être les Français se sont dit que tous les Ivoiriens sont comme ça, ils vont marcher comme on veut. Est-ce que ce n'est pas M. Houphouët-Boigny qui a contribué à faire à causer ces gènes? Moi, j'ai travaillé près de 15 ans auprès du président Houphouët-Boigny. Oui. C'était un homme d'une extrême délicatesse. Oui. Et d'une extrême finesse. Oui, voilà. Il savait oui. la vérité et avait adopté un comportement qui lui paraissait profitable à la... Je remercie Dieu de mon vivant, de votre vivant, ce que j'ai toujours dit du vieux Houphouët, avec tout le respect. Je dis Houphouët a contribué à faire quelque chose et Houphouët savait qu'il fallait se racheter. C'est parce que vous le dire ici, Houphouët savait, il était bien au courant, qu'il a contribué. C'est ça qui est là. Alors, bon, ça c'est pas trop grave, on ne cherche pas ici à savoir qui a tort, qui n'a pas tort, mais déjà quand on dit ça, moi Keita, je suis à l'aise. J'ai pas encore fini, hein. Je vais revenir encore à Fologo parce que c'est important que vous puissiez écouter cette partie de Fologo que on va y revenir rapidement ici encore avant de retourner à écouter le rapport. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Voilà. Même M. Ouattara, qui était le Premier ministre. Écoutez bien. À cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de... J'espère que vous entendez bien. Si ce boom, comment on a vu, enfin, si ce baf-là ne vous convient pas, je peux utiliser l'autre parce que ici, c'est de ça qu'il est question et nous, on peut pas, c'est pourquoi, moi, je répète, Ouattara doit tomber. Permettez-moi,
Je vais vous faire écouter cette partie-là parce que c'est important. D'accord? Je vais voir si ici, peut-être que vous allez bien écouter. Voilà, ça est là. On va revenir ici. Je vais voir si vous allez... Voilà. Donc, Voilà. je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. Alors, Ouattara ne voulait pas en 93 entendre parler de la succession du président Aimé Henri Konan Bédié, à l'époque président de l'Assemblée nationale, et la constitution de l'État de Côte d'Ivoire stipule que en cas de décès du président en exercice, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient le président de la République. Il conduit, il n'y a pas de période transitoire, il conduit le pays jusqu'aux prochaines élections. Il n'y a pas une transition de 90 jours, une transition de 6 mois, une transition de... Non. Il continue le reste du mandat jusqu'à terme. Mais pourquoi Ouattara ne voulait-il pas que Bédié soit président, alors que la constitution de l'État de Côte d'Ivoire l'autorisait? Ici, c'est fondamental pour vous de comprendre, parce que on a suivi quelque chose en 2015, ce que nous avons dénoncé. Et il est prêt, autant pour moi en 2020, il est prêt à récidiver. Il est prêt à refaire les mêmes bêtises. Il est prêt à tuer encore les Ivoiriens parce que ce monsieur n'a jamais respecté la Constitution. Il n'a jamais été un homme de droit. Quelqu'un qui prétend être un directeur adjoint du Fonds monétaire international devrait être imbibé, imprégné, versé dans l'art de la diplomatie, dans l'art de la démocratie et accepter la contestation démocratique. Pourquoi ce fâcheur, ce voleur, ce criminel, ce menteur congénital, pathétique sans foi ni loi, a un problème avec l'application de la loi? Pourquoi s'oppose-t-il avec force à ce que la loi soit appliquée? Pourquoi? Il tue des Ivoiriens et ment sur la loi. Il manipule la Constitution et tue des Ivoiriens. Il tord le cou à la loi, il tue des Ivoiriens. Voilà quelqu'un qu'on devait faire sortir du palais et puis le chasser à coups de balai. Voilà la réalité. Et cette réalité est telle que Ouattara continue de s'opposer. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Comme le disait le philosophe, rien n'est nouveau, tout a déjà existé. Donc Ouattara ne fait que revivre ce qu'il a commencé depuis 93. Sarkozy a été le coup de pouce avec Barack Obama pour le faire asseoir dans le fauteuil présidentiel en 2010. Et Ouattara n'est pas satisfait. Malgré le sang versé des Ivoiriens, malgré les plus de 3000, moi je pars au bas mot, malgré les 10 000 morts, parce que quand vous associez ce qui s'est passé à Danané, à Diokoué, à Zaouyen, dans la région de Mans, dans la région des 18 montagnes, si vous associez le nombre de morts, vous vous retrouvez facilement avec 10 000 Ivoiriens sacrifiés. Des Ivoiriens qui ont été tués et enterrés dans les fosses communes. Je n'en parle même pas. Plus de 10 000 personnes tuées. Mais le monsieur est insatiable. La vue du sang semble l'exciter. Le mot tuer semble l'exciter. La mort semble être son petit déjeuner. Comment ne pas comprendre qu'en toute chose, il y a une fin? Dites-moi avec qui vous marchez, je dirai qui vous êtes.
Si les Ivoiriens ne remontent pas le fil depuis 93, revenir à 99, à 2000, 2001, 2002, 2010, 2011, 2012, si les Ivoiriens ferment les yeux et 2020, où il a tué, des Ivoiriens ont été décapités. Le mensonge d'Amadou Gon Coulibaly ne tient pas la roue. Ça tient pas la roue. Mais on va permettre à Fologo de parler. Monsieur Bédier, la succession constitutionnelle, Ouais. c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, il était premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui Donc Ouattara a toujours cherché à débaucher quelqu'un, à récupérer quelqu'un. Ouattara a toujours usé de l'argent. Mais je vais vous laisser écouter la partie du doyen Grégoire Philippe. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas connu Philippe Grégoire. Personnellement, je ne l'ai pas connu autant. J'ai seulement connu un peu le chancelier Germain Kofi Gado parce qu'il travaillait avec mon papa. Je vous ai dit que mon père a travaillé avec Gado et il est mort avec le crédit de mon papa. Gado est parti avec des centaines de millions de mon papa Gaussou Keïta dans sa tombe. Et pourquoi j'ai dit à la famille Gado, bon, peut-être qu'ils ont dilapidé son argent, mais tant que vous n'allez pas payer l'argent de Gaussou Keïta, que votre papa Germain Kofi Gado a pris là, votre vie là, tant que nous là, on va pas dire qu'on vous pardonne là, c'est l'enfer qui allait brûler. Parce que Germain Kofi Gado a demandé à mon père de reconstruire son village. Vous comprenez? Je crois que c'était Ndouci, si je ne me trompe pas. Casser le village et puis reconstruire tout en dur. École, tout ce que vous pouvez imaginer dans un... Et mon père s'est investi. Il a pris sa fortune personnelle pour essayer de construire le village de Germain Kofi Gado, qui était le chancelier d'Oufoué à l'époque. J'étais petit, j'allais toujours avec mon papa souvent, on allait soit, il n'y avait pas de primature, mais on allait, vous savez, le bloc ministériel, là, ceux qui connaissent un peu le plateau, le bloc ministériel très grand, hein, qui ressemble un peu comme le Pentagone, le bloc ministériel, il y a tous les ministres qui étaient là-bas, mais après, Oufoué avait, le ministère des Affaires étrangères était logé là-bas, il est ici à Maraout. Donc, le vieux, il allait à la présidence. Moi, je n'allais pas à la présidence, mais on allait seulement chez Fétin, et puis chez Gado. Et puis, Yaya Ouattara aussi, qui était le ministre des Affaires sociales. Donc, c'est les gens que mon père m'a mené là-bas, tout petit, hein. C'est les gens que je connais, on allait, moi, je m'asseyais au secrétariat et parlais avec eux quand ils sortent. Hein, c'est ton fils, on cause, on rit, souvent on me donne l'argent, souvent, bon. C'est là que j'ai connu Kofi Gado. Kofi Gado est mort avec des centaines de millions de mon père. Il n'a jamais payé. Et ici, ce que Fologo dévoile, Ouattara s'appuie sur Philippe Grégoire Yassé. Philippe Grégoire Yassé n'était pas le seul. Continuons d'écouter. Il s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale. Oui. Ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Oui. C'est comme aujourd'hui, Exactement. au Conseil constitutionnel. Oui. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution. Et ça, Ouattara n'a jamais pardonné à tous ceux qui ont fait que la Constitution soit respectée. La question, c'était de savoir pourquoi il avait cette haine envers la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Alors moi, je vais vous décrire un peu qui est Alassane Ouattara, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Le président Gbagbo a eu une idée d'Alassane Ouattara, mais il ne sait pas trop qui est Ouattara.
Ouattara a un problème. Dans la vie de Ouattara, même la Constitution, Ouattara a une vengeance envers la Constitution. Keïta, comment ça c'est possible? Il faut écouter. Toute institution, toute personne, toute structure, tout article de loi qui, d'une manière ou d'une autre, dans la vie pathétique, pitoyable et minable d'Alassane Ouattara, a été pour quelque chose dans son ascension politique, Ouattara a un compte à régler avec tout cet élément. Ouattara a une vengeance personnelle avec le PDC-RDA. Ouattara avait, parlons au passé, avait une vengeance personnelle par rapport au président Houphouët d'abord. Malgré tous les mensonges, il n'a jamais pardonné à Houphouët. Pourquoi Houphouët a permis que ce soit Bédié et non lui? Donc, il y avait ça, je continue, Ouattara, j'écoute Houphouët, le PDC-RDA, Laurent Gbagbo, la Constitution. Le général Gueye est déjà mort, donc on va laisser ceux qui sont morts. La Constitution. Ouattara avait une obsession. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le jour que j'arrive au pouvoir, peu importe les moyens que je vais utiliser, si j'arrive au pouvoir, cette Constitution-là, je vais la déchirer comme torchon et puis je vais pisser dessus. Et c'est ce que Ouattara fait aujourd'hui à la Constitution. Qui connaît la Constitution mieux que moi? Qui connaît la Constitution? Mais si tu connais la Constitution pathétique et pitoyable, c'est pas parce que tu as demandé à des gens de te rédiger une Constitution que tu connais mieux la Constitution. Si tu étais assez honnête, cette Constitution te dit pas plus de 2 mandats. Alors, même la campagne a été faite sur cette base. Pas plus de 2 mandats. Mais pourquoi lui, il allait au-delà de 2 mandats? La Constitution me donne le droit. Mais là, la réponse est là. Hein. Ne vous en faites pas. Il a menti. Ils ont inventé un nom. Ah, Keïta. Celui qui a permis à Ouattara d'être candidat, j'ai déniché ça. Vous n'êtes pas en train de partager. C'est pas bon. Je devais être à 1 million. On devait être à 1 million de personnes connectées tout de suite là même. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, personne n'a encore parlé de ça. C'est passé sur les réseaux, mais sous silence. Le nom du monsieur est là. C'est un monsieur qu'ils ont créé de toutes pièces qui n'a jamais existé. On l'appelait un constitutionnaliste, mais c'était faux. Il n'y a jamais... La position que j'ai toujours défendue, c'est cette position que les autres ont toujours, qu'ils ont préservée. Donc Ouattara a menti. Le cas Gbagbo dit Ouattara ment, il n'a pas menti. Ouattara était menteur. On va continuer de... Et nous avons fait une transition pacifique et sans infusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, oui, quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, Écoutez bien. je vous dis la vérité. Écoutez, hein. oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui... C'est cette partie-là. Ici, c'est là où Houphouët a vomi Alassane Ouattara. Ici, c'est là où Houphouët a craché Alassane Ouattara. Ici, Houphouët dit, quand il a entendu ce que Ouattara fait, parce que Houphouët était briefé par le renseignement, il ne pouvait plus faire le conseil des ministres, mais dans son lit d'hôpital, Ognien était à côté. Si Alassane Ouattara craint quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est bien Ognien. Il craint ce monsieur. Il sait que, malgré toutes les bêtises qu'il fait là, quand il arrive à Ognien, il se tait. Et Ognien est celui qui briefait Houphouët sur ce que le renseignement disait. Donc Ouattara n'avait pas le temps de manipuler l'information. Puisque le renseignement, c'est Houphouët qui l'avait installé. Ouattara n'avait rien à voir avec le renseignement. Il a essayé par tous les moyens d'avoir le contrôle du renseignement. Il n'a pas eu le contrôle du renseignement. Et c'est là que Houphouët a eu beaucoup d'informations sur les actions. Et ça, c'est ce que Fologo est en train de dire ici. Écoutez. Ça passe ce que je veux vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny,
le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, oui, n'est-ce pas, m'a appelé. Oui. A eu une rencontre. Ici, quand je vous dis, il faut savoir ce qui s'est passé par le passé, écoutez, c'est pas pour mes beaux yeux, même si souvent je suis d'accord qu'on m'insulte. Non. Ce que Fologo a vécu en 93, ce que Fologo a vécu en 93, c'est exactement la même chose que Kiba Foré, Soro Guillaume a vécu. Aïe, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. La même maison où il est, c'est la même maison il a appelé Fologo en 93. C'est la même maison il a appelé Soro Guillaume en 2018 ou 2019. Faut le dire, s'il n'est pas RHDP, il n'a qu'à libérer le tabouret. La même maison où il a appelé Fologo. Voilà ce qu'il va dire à Fologo. Avec moi, celui m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi, j'ai dit non. Maintenant, là où Alassane Ouattara est un pathétique, pitoyable, congénital, sans foi ni loi, un gros menteur, une merde, un Africain qui a raté sa vocation en Afrique, un président corrompu, vendu. Alassane Ouattara, je prends tous les Ivoiriens vivants à témoin. Si ce que je suis en train de vous dire, s'il y a une part de mensonges dedans, sortez et puis dites ce que vous voulez et que Dieu vous accompagne. Alassane Ouattara est sorti le jour où le président Laurent Gbagbo est passé à la télévision. Vous demandez aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition. Je vous en prie, écoutons avec la sagesse de l'esprit et l'intelligence dont Dieu nous a fait grâce. Quand Bédi a fini de parler, le lendemain, à la primature, Alassane Ouattara a rendu sa démission en disant quoi? En disant que lui, il avait envoyé l'interprétation de la Constitution à l'Élysée et que lui, il attendait, écoutez bien, lui, il attendait l'interprétation de l'Élysée sur la question comment appliquer la succession en cas de décès. Voilà ce que Ouattara a dit devant les Ivoiriens. Si un Ivoirien digne de ce nom, qui est né d'un homme et d'une femme, un ancien spermatozoïde et un futur cadavre, si tu crois en Dieu et que tu sais que ce que je suis en train de dire est vrai et que tu sors pour dire autre chose, je te laisse avec ta tombe. Que Dieu règle ton compte dans ta tombe. Ici, Alassane Ouattara a dit aux Ivoiriens, avec ses ministres à côté de lui, quand il rendait sa démission, lui, il attendait l'interprétation de l'Élysée. Mais c'était faux. En réalité, il était dans les magouilles pour éviter que la Constitution soit appliquée. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est un menteur. Il reste un menteur, il va mourir un menteur. Ouattara, je t'ai dit, je serai ton pire cauchemar. À moins que ce ne soit pas Dieu qui m'ait établi comme son baobab. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arriver à la cheville dans ce jeu en Côte d'Ivoire. Les gens peuvent avoir leurs sources. Je n'ai aucune source. Mais quand je finis, ceux mêmes qui ont leur source là, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils vont s'asseoir à côté, on dit non, vraiment, Coro, tu as tout fini. Je suis pas camarade de quelqu'un. Je n'ai pas source quelque part. Il a dit, j'ai envoyé la Constitution pour être interprétée, alors que voilà ce qu'il faisait dans le dos des Ivoiriens. Je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution.
Et puis, je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans constitution, sans élection, sans rien. Mais pourtant, il a dit aux Ivoiriens, j'envoyais à l'Élysée, j'attendais les résultats de l'Élysée. Est-ce que ce que Fologo dit ici, ça dit quelque chose aux Ivoiriens? Donc c'est ce monsieur-là qui dit, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont venir pour dilapider, ils me trouveront en face d'eux. C'est celui-là qui a choisi Gon Coulibaly. Quand nous disons, il a choisi Gon parce qu'il savait que Gon était mourant, parce qu'il savait que Gon allait mourir, il a fait exprès pour accélérer la mort du monsieur. Quand nous disons qu'il n'a jamais aimé quelqu'un de toute sa petite vie de merde, que c'était menteur et corrompu, nous savons de quoi nous parlons. Voilà Alassane Ouattara, ici, là. Est-ce qu'il y a un garçon qui peut sortir pour dire que tout ce que tu dis, c'est pas cohérent, c'est faux, il n'y a pas de vérité dedans? Alassane Ouattara, il a menti. Allez-y, demandez à leur démission d'Alassane Ouattara en 93. Je ne sais pas si je pourrais retrouver. Allez-y, demandez. Démission d'Alassane Ouattara en 93. Allez demander. La RT va vous répondre. Allez demander. J'ai dit, la RT va vous répondre. Allez-y. Alors, il a menti, il a fait croire aux Ivoiriens que non. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il a fait croire aux Ivoiriens que non. Lui, Alassane Ouattara. Attends, Fologo a parlé. On va finir d'écouter Fologo. C'est impossible. Donc, il avait Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi. Oui. Il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. Il a eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Voilà quelqu'un qu'on a appelé. Donne-moi une seconde, je vais voir si je peux vous aider ici. Voilà quelqu'un qu'on a appelé pour gérer donne-moi une seconde, hein. Alors, je suis en train de chercher, ça m'amène où là? Je suis tombé dessus, mais ça vient pas. Donne-moi une seconde, hein. Donne-moi une seconde, j'ai vu ça, mais ça vient, ça c'est pas ça, on va remonter à 1993. Je suis en train de faire tout, mais ça sort pas encore. Donne-moi une seconde, ça vient, hein. Je vous fais juste écouter ça, mais malheureusement, ça vient pas. Ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas, bon, vous allez retrouver ça après, certainement, peut-être. Peut-être vous allez retrouver ça. Je vais pas trop perdre le temps là-dessus parce qu'on est limité, d'accord? Je voulais juste vous faire écouter ce que Ouattara a dit en 93. D'accord? En 93, ce qu'il a dit, je voulais juste vous faire écouter ça. Alors, ça c'est, alors, il y en a pas. C'est bon. On va continuer. C'est pas grave. Je voulais vous faire écouter ça, mais bon, on va continuer comme ça. D'accord? On va écouter. Il a eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000... Je vais m'arrêter là. Donc, Alassane Ouattara était menteur. Toujours, il a menti. Il avait été appelé pour gérer les finances. Mais il a pris goût au pouvoir. Mais attention, qui était l'épouse d'Alassane Ouattara? Dominique Lovia. Dominique Ouattara. Cette sorcière, cette criminelle, cette voleuse, cette manipulatrice, c'est elle qui a poussé Ouattara. Sinon, Ouattara, sa fonction était claire. Viens aider les finances de l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a une partie de Fologo, il y a un autre témoignage de Fologo qui va vous couper le souffle. Mais avant, écoutons d'abord celui-ci. Je voudrais partager ça avec vous. Et puis on va revenir rapidement, parce que j'ai dit quand j'ai fini aujourd'hui à Ouattara va regretter, va dire, mais lui là même là, je l'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait quoi? Tu m'as rien fait. C'est parce que tu es un menteur. On va écouter ça. Il vient aujourd'hui nous parler de réconciliation après avoir allumé une guerre dont on dit qu'il est le patron. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a des textes, il y a des films, il y a des témoignages, il y a des commissions d'enquête qui ont conclu. Même à l'ONU, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion.
Mais pourquoi Soro est comme ça, tantôt comme ça? Parce que simplement, quand il dit oui, le lendemain, Alassane l'appelle le soir pour lui dire mais tu es fou. Le lendemain, il dit non. S'il vous plaît, pardonnez. Ouais, écoutez. Celui qui parle, c'est l'ancien porte-parole du RDR, Feu Amadou Soumaoro, je crois. Il n'est plus, Là, nous allons arriver à Alassane Ouattara. La France lui a donné pour mission de dégager Bédié et de dégager Alassane Ouattara, de manière à ce qu'il se trouve seul en face de Gbagbo, avec tous les moyens de la France et son appui, pour battre Gbagbo dans des élections normales. le monsieur, pour avoir dit ça, il a été assassiné. Bala Keïta, pour avoir mis en doute la nationalité de Ouattara, avec le soutien de Blaise Compaoré, a été assassiné au Burkina Faso. Ce monsieur aussi a été assassiné. Donc vous comprenez que l'assassinat politique, c'est la tasse de thé de Ouattara. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Bah, écoutez, juste... Voilà pourquoi merci, Bani est là. Bani est le nouveau cheval de bataille de la France en Côte d'Ivoire. Bani doit dégager les deux. Mais si Alassane Ouattara reste en France, il est déjà dégagé, au moins à 80%. C'est ce qui explique, et c'est seulement ce qui explique son arrivée précipitée en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour ce qui concerne Bédié, qui est... Ce monsieur, je vous encourage à aller suivre ça. Ici, c'est lui qui démontre par A plus B qui est réellement Alassane Ouattara et ce qu'il est en train de faire. Maintenant, ce qui est intéressant, je vais vous ramener un tout petit peu ici. Je vais vous ramener ici, rapidement. Rapidement, on va écouter ça. Et puis ensuite, on va boucler. Pour moi, avant même les élections, Oui. M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé qui serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais accepté. Mais pourquoi expliquez-vous cela, Bon. monsieur? Alors ça, c'est bon à savoir. Ici, c'est maintenant. Je vous en prie, venons ici. Ça, c'est important. Europe 1, il est 22h15. On va C'est écouter. l'invité d'Europe Nu avec vous, Emmanuel Faux. Et ce soir, Emmanuel, vous recevez Bernard Houdin, On va le écouter ça. conseiller français de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui publie Les Ouattara, une imposture ivoirienne aux éditions du Moment. Bonsoir Bernard Houdin. Alors on l'a bien compris à travers le titre que vient de donner Ombline, votre biographie d'Alassane Ouattara et de Madame est plutôt une biographie à charge. Imposteur, c'est un mot fort. Vous parlez aussi du président ivoirien comme d'un manipulateur. Ah, pour bien qu'on comprenne, on plante au décor. Où est la manip selon vous? Où est l'imposture? La première imposture, si on prend la sémantique, c'est que l'imposture, c'est l'imposteur en particulier, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Ça, c'est le dictionnaire. Et M. Ouattara s'est fait passer toute sa vie pour ce qu'il n'était pas. Oh! Il est d'abord lui-même la personne qui a toute sa vie dit qu'il était burkinabé au voltaïque. Donc, tous ses actes, et je le reprends dans le livre, jusqu'au moment où Fagboni l'appelle en 90, tous ces actes sont posés en tant que voltaïque au burkinabé. La deuxième imposture, c'est que quand il est Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 90 et 93, il n'est là que pour l'acte économique. Même Bédié dit dans ses mémoires, il n'avait pas à s'occuper de notre héritage, il était burkinabé. À l'époque de la présidence de Fagboni. Alors, voilà qui est Ouattara. Donc, quand vous laissez un voleur prendre le contrôle chez vous, pour l'enlever, c'est tout un tas de problèmes. Il a manipulé le Nord et dit qu'il est musulman. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le Nord? Quand vous regardez, je suis tombé comme ça sur un article de presse où il y a, je crois, le ministre de l'Industrie, non, le ministre des Mines de l'État de Côte d'Ivoire qui dit
il a pris l'exemple, je crois, sur le Mali. Parce que le Mali et la Russie ont signé un très gros contrat. Je crois la plus grande mine industrielle d'exploitation de l'or, je crois si toute l'Afrique ou en Afrique de l'Ouest, j'ai pas tout lu, sera au Mali. Et c'est la Russie qui va construire ça pour l'État malien. Et que la Côte d'Ivoire suit ce dossier de près pour pouvoir s'en inspirer et voir comment aussi rendre l'exploitation de l'or industriel comme au Mali. Vous savez, Alassane Ouattara, quand il est arrivé à Côte d'Ivoire, vous pouvez retrouver Fologo aussi sur YouTube, c'était juste pour des questions économiques. Il a commis des erreurs graves. Il a menti à Houphouët. La carte de séjour, ce n'était pas une volonté d'Houphouët. La carte de séjour était une volonté d'Alassane Ouattara. Que tous les Ivoiriens comprennent ça bien. Mais il a menti encore quand on lui a posé la question pendant le débat présidentiel. Il a dit non, c'était juste, ça ne devait pas rester, ça devait, mais c'est un menteur. C'est un menteur et son rôle, c'est la manipulation. Ça, c'est un. Deuxièmement, la brutalité politique dont il a fait preuve quand Houphouët encore était malade, jusqu'au point de vouloir ôter la vie au président Gbagbo et à Simone. Quand Houphouët a vu tout ça, et surtout son appétit croissant pour évincer le dauphin constitutionnel et se positionner. C'est là quand Houphouët a appelé Fologo, bien avant que Houphouët n'arrive à Yamoussoukro, à Paris d'abord, après une intervention, il a demandé à Ogné, parce que moi j'ai pris le temps d'écouter toute l'interview de Fologo, Houphouët l'a appelé et précipitamment il est arrivé à Paris. Quand il est arrivé dans le salon, il y avait Ogné, il y avait Issi Amara, il y avait Alassane Ouattara lui-même, et puis il y avait la dernière personne, le nom m'échappe, et quand il est arrivé, Ogné lui a dit, le président est en haut dans sa chambre. Et le président l'a reçu. C'est les deux dans son lit, Houphouët lui a parlé. Et Houphouët a dit à Fologo, en prélude à leur entretien, que si Dieu permet que je rentre correctement et que je me remette, parce que là encore, moi je vais me poser des questions sur la mort d'Houphouët. Mais ce serait pas joli. Ça fait 35 ans qu'il est mort, je crois. Il est mort en 93, nous sommes en 2032 ou 32 ans qu'il est mort, je crois. C'est ça? Rectifiez-moi s'il vous plaît. Hein? Écrivez là, Houphouët. Je voudrais pas mettre le couteau dans la plaie. Je voudrais pas faire revivre aux Ivoiriens une époque douloureuse, surtout à la famille biologique du président, à ses enfants, à son épouse Thérèse, à son parti, le PDC-RDA. Mais l'entretien de Fologo et d'Houphouët m'a toujours laissé un doute sur les circonstances de sa mort. Parce que quand Houphouët vous dit, si je rentre bien, donc Houphouët avait un espoir. Les médecins avaient donné espoir. Et Houphouët avait cet espoir qu'il va bien rentrer. 32 ans, merci beaucoup Roland. Donc Houphouët avait l'espoir. C'est pourquoi il a dit à Fologo, si je rentre, il y aura de grands bouleversements. Si je rentre, il y aura de grands bouleversements. Mais il a insisté. Fologo dit, c'est comme si c'était le testament d'Houphouët. Et Houphouët a insisté, mais au cas où je ne peux pas, faire en sorte que la Constitution soit respectée. Je veux une transition pacifique du pouvoir, je ne veux pas une fusion de sang. Pourquoi Houphouët dit ça à Fologo? Parce que Houphouët a compris tout de suite l'appétit croissant de Ouattara. Toi qui es le Premier ministre, qui était le président même, le régent, tu étais le chef de l'État à l'époque. Mais pourquoi toi tu es le Premier ministre et puis tu vas t'asseoir à côté d'Houphouët? Son aide de camp est là, son ministre des Affaires étrangères est là, Ogné était là-bas. Pourquoi Ouattara ne voulait pas quitter Houphouët? Parce que Ouattara voulait savoir tous ceux qui venaient voir Houphouët. Puisque Ouattara avait un avion présidentiel, à l'époque Houphouët avait 2 ou 3 avions présidentiels.
Donc, Ouattara pouvait se déplacer aisément avec les avions. Il pouvait faire les allers-retours sans gêne. Mais pourquoi il était là-bas? Mais Houphouët pouvait faire cette réunion avec son ministre des Affaires étrangères, avec Ogné, avec son premier ministre et Fologo. Fologo qui était le secrétaire général du parti. Mais pourquoi Houphouët a appelé Fologo? Il n'a pas fait monter. Chacun peut se poser cette question. Pourquoi Houphouët n'a pas voulu que Ouattara monte quand il parlait à Fologo? Nous n'avons rien contre ce menteur pathétique, impitoyable, congénital et génétique. Sans foi ni loi, Alassane Ouattara. Mais nous avons moi, je suis contre foncièrement ces pratiques honteuses qui ne font pas honneur à la République, qui ne font pas honneur si jamais il y a une démocratie. Pourquoi Houphouët appelle Fologo? Pourquoi Houphouët ne laisse pas la charge au Premier ministre de faire appliquer la Constitution? Pourquoi ça Fologo il dit ça? Et c'est après cette rencontre avec Fologo que la santé d'Houphouët s'est dégradée. On l'a amené à Genève. Genève, c'était fini, on ne pouvait plus rien faire. Et il a préféré rentrer à Yamoussoukro et puis mourir. C'est pourquoi moi j'ai un doute sérieux sur ce qui s'est passé après sa rencontre avec Fologo. J'ai un doute sérieux. Ogné, quelles que soient les compétences d'Ogné, Ogné ne pouvait pas éviter ça. Puisque Ouattara était là-bas. Ouattara était là-bas pourquoi? Parce que Ouattara savait qu'Houphouët venait de donner son testament à Fologo. Et comme il l'a fait, il faut précipiter la mort du vieux. Sinon Houphouët, il pouvait dire à Fologo, je ne vais pas m'en sortir. Les médecins m'ont dit c'est fini, je ne peux pas m'en sortir. Donc fais en sorte. Mais Houphouët a dit si je... Donc Houphouët, il y avait au moins, il y avait un tout petit espoir. Mais qui a rasé ce petit? C'est Ouattara. Et moi, sans risque de me tromper, je dirais que c'est Ouattara qui a tué Houphouët. Il a une main dedans. Comme il a tué Gon, comme il a tué Ahmed. Et ça m'étonnerait que Ouattara ne soit pas responsable de la mort de Houphouët. C'est très facile de s'entendre avec des médecins. C'est très facile de vouloir travailler pour la France et demander à la France de le soutenir. Parce que la France connaissait le bilan médical de tous nos présidents, enfin les présidents de l'indépendance. Ils les connaissaient tous. Donc moi j'ai de forts doutes sur la responsabilité ou pas de Ouattara dans la mort de Houphouët, ainsi que la mort de Bédié. C'est ce qui justifie l'acharnement du monsieur à vouloir, bon, Houphouët, comme vous le connaissez, ils disent ils veulent pas autopsie. Bédié, on veut pas autopsie. Ahmed, sa femme s'est débrouillée, elle a fait, mais on connaît la vérité. Elle sait qu'elle a la vérité. Ça n'a pas été rendu public. Sinon, l'autopsie a été faite sur Ahmed Bagayogo. Et ce que Yolande a découvert, elle sait. Si elle veut aller au loin, elle va perdre tous ses enfants. Voilà pourquoi Yolande s'est tue. Elle s'est tue, elle a sécurisé l'héritage de son mari pour ses enfants, et elle préfère se concentrer sur ses enfants. Elle part trop, on l'a liquidée elle-même. Et puis liquider ses enfants. Donc aujourd'hui, peuple de Côte d'Ivoire, Ouattara est dans la logique de tuer, de tuer et de tuer. Ce qui fait que ces temps-ci, vous entendez que la vie de Tidjane Thiam est menacée. Si Tidjane Thiam travaille pour le compte de Ouattara, pourquoi sa vie serait menacée? Moi, je ne dis pas que je suis fort que quelqu'un, ou je connais mieux que quelqu'un. Mais je demande à tous ceux qui font ce combat-là avec nous. On n'a qu'à être très, très objectif. Ça sert à rien de nous jeter des cailloux, des bâtons, lancer des pots de bananes. Simone Gbagbo est trop petite dans ce combat. Même Gbagbo est petit dans ce combat. Ce combat, il est plus noble et plus grand que tous les présidents ou tous ceux qui veulent être candidats. Ce combat, c'est la Côte d'Ivoire. Ce combat, c'est la Côte d'Ivoire. Simone le sait. À son âge, est-ce qu'elle a besoin de ça aujourd'hui? Et quand les gens parlent qu'ils aient au moins l'honnêteté, quel âge a Simone Gbagbo aujourd'hui? Quand j'ai entendu son âge, j'ai dit, waouh, c'est là l'âge de Simone, et puis tu la regardes, on dirait, chose là. Elle est âgée. Elle est au-delà des 70 ans. Elle est âgée. Donc,
Aujourd'hui, les Ivoiriens, Ouattara ne veut respecter aucun test. C'est pourquoi, quand vous écoutez ces bêtises pareilles, j'ai fait exprès pour vous faire écouter toutes ces choses-là. Quand vous écoutez ces bêtises pareilles, écoutez ça. On va écouter ça. Le cas du président Gbagbo, on me dit qu'il a été condamné par contumace, que c'est une décision qui n'est pas définitive, et pourquoi est-ce qu'il a été retiré et tout ça. Le cas d'abord du président Gbagbo. Le cas du président Gbagbo. Je vais compléter sa question-là. Je pose la question en même temps aux jeunes. Ça, c'est un rebelle qui parle. Un rebelle à la personne de Cuibert, ceux qui ont tué les Ivoiriens, éventré les Ivoiriens, égorgé des jeunes Ivoiriens, décapité des enfants Ivoiriens. C'est lui qui nous parle de la loi ici. Mais Alassane Ouattara, de toute sa petite vie de merde, manipulateur, corrompu, voleur et criminel, n'a jamais respecté la loi. Le seul travail que Ouattara sait très bien faire sur la terre des hommes, c'est de tuer ses opposants. Et la vengeance, ça, c'est son domaine de prédilection. Au fond, on peut soulever la question. Si on fait une autopsie, on va trouver quelque chose contre Ouattara. Ça, c'est très certain. Bédier, on va trouver quelque chose contre lui. Ahmed, il y a quelque chose contre lui. Amadou, il y a quelque chose contre lui. Donc, ce Ouattara-là, il est habitué à la vie du sang. Il est habitué à la mort, ordonner les exécutions. Il appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Tout le mensonge qu'il a vendu, les leurres qu'il a vendus, les mirages qu'il a vendus, pour 40 000 milliards de dettes, il n'y a même pas une société digne de ce nom qui peut transformer une matière première en Côte d'Ivoire, telle que le café et le cacao. Avant son arrivée, l'usine Sania existait déjà. L'usine qui transforme le palmier en huile d'inor. Avant qu'il n'arrive, beaucoup de sociétés existaient déjà. Mais qu'est-ce que lui, après avoir surendetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 47 000 milliards, sinon 40 000 milliards autant pour moi, qu'est-ce qu'il a apporté en termes de tissu industriel? Et aujourd'hui, c'est malheureux. On dit, nous, on est dans délestage ici, ça fait des années, Dieu merci, pour nous, comment ça se résout doucement, doucement. On commence les choses, et d'ailleurs même, il y a le Mali, là, il y a une grande capacité qui a été déjà mise en place, mais c'est le circuit de distribution qui sont en train de travailler là-dessus. Parce que le courant qui doit passer, le débit est beaucoup trop élevé par rapport aux installations qui étaient là il y a longtemps. Donc, il faut tout changer. Mais bientôt, nous, on va vendre courant à la Côte d'Ivoire, puisque délestage a commencé chez eux là-bas. Hein? Ça va, ce sera bientôt, c'est nous, on va leur vendre courant. Alors, vous voyez ça. Donc, Ouattara n'est pas prêt aujourd'hui. Il se base sur la loi, mais cette loi, il ne l'a jamais respectée. Vous avez entendu Fologo. Il dit qu'il s'en fout de la Constitution. Il veut être, donc, Ouattara, cette Constitution qui se targue d'avoir proposé, d'avoir fait voter, Ouattara ne la respecte pas. Il s'en fout de cette Constitution. Je fais cette intervention pour que les Ivoiriens comprennent très bien. Le choix est simple. Est-ce que vous voulez un président menteur, voleur, corrompu, ou vous voulez une véritable révolution? Et cette révolution, vous êtes les seuls à pouvoir l'entamer. C'est après que les autres viendront vous appuyer, si nécessaire. Mais vous êtes les seuls. Alors, le fait d'écarter Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, Charles Blé Goudé et intentionnellement Tidjane Diams, mais ça obéit à une logique. Depuis le jour où il est arrivé en Côte d'Ivoire, quand il a commencé à prendre goût au pouvoir, depuis le jour où il est arrivé en Côte d'Ivoire, depuis le jour où il est devenu premier ministre, et quand Oufoué est tombé plus tard malade, d'abord 90, Oufoué n'a pas fait campagne, il était, donc 90 jusqu'à 91, Oufoué était malade. C'était pas trop ça, mais il était malade. Donc, c'est véritablement 92, 93, donc pendant pratiquement 2 ans et quelques. Donc, pendant ce temps, il a pris goût au pouvoir. C'est un monsieur qui n'a jamais respecté sa parole, il n'a jamais respecté la loi, il n'a jamais... Sinon, pour quelqu'un qui dit qu'il a fait les États-Unis, qui a un PhD, et puis qui veut marcher sur la Constitution, alors qu'aux États-Unis, ils ont les Américains font tout, hein, mais il faut que tu sois dans la loi. Fais toutes tes bêtises là, mais respecte la loi.
Ça, c'est le principe des Américains. Mais tu ne peux pas avoir un PhD dans un tel pays et venir bafouer la loi, marcher sur la loi. La question, chacun peut se demander, c'est quel genre de PhD tu as eu aux États-Unis? Comment tu as eu ces... Parce que aux États-Unis, moi, je vous ai dit, j'allais m'asseoir dans des écoles et puis je voyais comment on vantait les mérites de l'Amérique, comment on met au devant la Constitution américaine. Et quand vous voulez être un politicien et que si une seule fois dans votre vie vous avez trahi la Constitution, ne vous trompez même pas, si c'est un cadavre dans votre placard, les gens vont faire sortir. Mais comment quelqu'un comme Ouattara, et au regard de tout ça, où les Ivoiriens ne veulent pas s'informer, et Ouattara aime bien ça. Vous ne vous informez pas, il fait ce qu'il veut. Vous vous informez, il a peur de vous. Il vous craint. Il a peur de Gbagbo, il a peur de Soro, il a peur de Charles, parce que c'est des gens qui se sont forgés et qui ont compris comment les choses fonctionnent. Alors, comme moi, je me suis donné pour objectif de le combattre jusqu'à ce qu'il tombe. Je ne sais pas si mon message sera entendu. Je ne sais pas si les Ivoiriens veulent ouvrir les yeux pour comprendre ce qui est en jeu. Je ne sais pas si les Ivoiriens vont tirer les leçons de ce qui est réellement Alassane Ouattara. Mais nous, on fera notre combat. Je ferai mon combat. Il appartiendra aux Ivoiriens de tirer les leçons de ce que nous disons. Je ne demande à personne de me croire. Mais je demande à chacun d'aller s'informer. Je demande à chacun de faire sa petite enquête sur Ouattara. Et surtout, je vous demande, il y a ce monsieur-là, je vais vous donner 2 noms seulement. Monsieur Oudin. Le nom c'est 13, vous le savez, Oudin. Allez écouter l'interview Oudin, de monsieur Oudin, et allez écouter l'intégralité des propos de Fologo. C'est 52 minutes Fologo. Oudin, vous allez l'écouter. Si après ça, vous voulez faire confiance à Ouattara, si après ça, vous voulez encore donner votre vie à Ouattara, l'avenir de vos enfants à Ouattara, l'avenir de la Côte d'Ivoire à Ouattara, le choix vous appartient. Nous, on mènera le combat jusqu'au dernier jour des élections. Imposer que tout le monde soit candidat, des élections justes et transparentes. Ils n'en veulent pas, parce que c'est des violeurs de loi. Ils ne veulent pas de cette transparence. Ils ne veulent pas de la vérité des urnes. Mais ils veulent imposer leur propre agenda aux urnes. Le peuple de Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas de Keïta, il ne s'agit pas d'Assimi Goïta, encore moins du capitaine. Mais il s'agit de l'avenir des enfants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez pour cette Côte d'Ivoire-là? Est-ce que c'est des voleurs que vous voulez à la tête de votre pays? Des corrompus à la tête de votre pays? En l'espace de 15 ans, quelqu'un qui vous donne une dette de 40 000 milliards. Vous lui donnez 5 ans encore, vous allez vous retrouver avec 50 000 milliards de dettes. Les Américains crient à 47 000 milliards de dollars comme dette. Et vous voyez comment Trump est en train d'assainir les finances publiques aux États-Unis. C'est ce qu'il faut en Côte d'Ivoire. Pour payer cette dette de 40 000 milliards, il faut un président capable de prendre des décisions pour que la Côte d'Ivoire soit désormais crédible, sinon la Côte d'Ivoire va déclarer faillite. Et je vous jure, le jour que ce monsieur ne sera plus au pouvoir, vous allez voir les notes et les notations. Les notations comment on appelle ça, il y a des spécialistes de notation. Le jour où Ouattara va tomber, la notation va vous faire pleurer. Le jour où Ouattara va tomber, quand le Fonds monétaire va vous faire sortir un document, quand la Banque mondiale va vous faire sortir un document, quand la BCA va vous faire sortir son document, on va pleurer parce que le jour où Ouattara tombe, il y a 2 choses qui peuvent faire dévaluer le franc CFA aujourd'hui. La chute de Ouattara va faire dévaluer le franc CFA au regard de ce qu'il a fait à Macky Sall. C'est-à-dire quand vous regardez la dette du Sénégal, la dette ivoirienne, forcément le franc CFA va être dévalué. Ils ne pourront pas payer. Les 2 pays-là. Maintenant, vous ajoutez à ces 2 pays-là le retrait du Mali, du Burkina et du Niger, du franc CFA. Si ça doit arriver. Alors, c'est cette géopolitique que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que moi, je fais l'alliage de tout ça. On est déjà allé beaucoup trop loin. Je ne vais pas faire 3 heures avec vous. Mais on va développer ça une prochaine fois. La dette du Sénégal, la dette de la Côte d'Ivoire et le retrait des 3 pays de l'AES. C'est fini, il n'y a plus de CFA.
afin d'éco est terminée. Au regard de l'endettement de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, et si le retrait des 3 pays-là est effectif du franc CFA, c'est fini, il n'y a plus de CFA. Le CFA sera mort. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il connaît mieux que moi, qu'il sorte pour venir me prouver comment le CFA pourra suivre ça. Parce que ce sera 2 chocs. Ouattara tombe, le franc CFA sera dévalué. La Côte d'Ivoire ne pourra pas. Sans dévaluation, la Côte d'Ivoire ne peut pas. Ou il faut un président qui vient, qui va prendre des décisions impopulaires. C'est tout. Il accepte de se sacrifier. Mais un politicien, il sera difficile d'appliquer cette décision.